En 982, le viking Éric le Rouge quitte l'Islande après avoir été banni pour 3 ans à la suite d'une sombre histoire de meurtre. Accompagné d'une vingtaine de fidèles, il met le cap à l'ouest à bord de son drakkar. Après plusieurs jours de mer, il aperçoit les côtes de cette terre de l'ouest dont il avait si souvent entendu parler. Malheureusement pour lui, la calotte glaciaire et la banquise en rendent l'accès trop périlleux. Il décide alors de bifurquer vers le sud. Après avoir navigué dans une mer froide et s'être frayé un chemin entre les icebergs, il passe le cap Farewell et atteint enfin des rivages plus hospitaliers. Le climat de l'époque est à peu près semblable à celui d'aujourd'hui, et à son étonnement, il découvre des paysages bien plus verts que ceux de l'Islande. Le Groenland est conquis et baptisé. Avec ses hommes, il débarque au bout du fjord, qui porte toujours son nom, et fonde le village de Brattahlid. Quelques années après, une vingtaine d'autres drakkars vont suivre le même chemin. Et c'est finalement une colonie de 3 à 5 000 personnes qui s'installera au Groenland. C'est le début de l'ère viking. Elle s'étalera sur 450 ans environ, jusqu'à leur disparition définitive de cette terre, vers la fin du XVe siècle. Environ 500 ans plus tard, ces terres laissées à l'abandon par les Vikings seront recolonisées par les Inuits. Aujourd'hui, il ne reste des Vikings que la reconstitution de la maison d'Éric le Rouge, la statue de son fils Leif Erikson et des ruines de maisons, de fermes ou d'églises mélangées aux nouvelles habitations. Les autres vestiges de cette occupation, ce sont les empreintes que les agriculteurs du passé ont laissées dans l'environnement et que les membres de cette mission sont venus chercher dans les sédiments. Notre travail de géologue, de paléo-environnementaliste, eh bien, c'est d'essayer de voir comment cette petite communauté a modifié la nature, modifié l'environnement, et comment, après leur disparition, les choses sont rentrées dans l'ordre, si elles sont rentrées dans l'ordre. Alors où est-ce qu'on va lire cette histoire de 400 ans d'occupation de ce territoire austère? Et on n'a pas beaucoup de choix. Le seul choix qu'on ait, c'est d'aller voir au fond des lacs. Le lac, c'est un grand réceptacle. Sur les versants, l'eau va ruisseler, va entraîner les sédiments dans la zone la plus basse. Et la zone la plus basse, c'est le lac. Donc dès qu'il y a des sédiments qui vont être érodés, donc transportés par l'eau jusque dans le lac, ils vont se déposer et on va pouvoir les voir s'accumuler au cours du temps. Donc si les Vikings ont transformé leur environnement sur les versants, si leurs animaux ont pâturé, s'ils ont cultivé, eh bien on aura le message enregistré dans le lac. Pour lire ce message, les chercheurs doivent prélever des échantillons au fond des lacs. À partir d'une barge positionnée en surface, ils vont enfoncer un tube en PVC à travers les différentes couches de sédiments. C'est la technique du carottage. Grâce à ce procédé, ils vont pouvoir remonter dans le passé de plusieurs millénaires. Après de multiples traversées du fjord pour acheminer l'ensemble de l'équipe et du matériel, les chercheurs débutent le travail au sud-ouest du premier village viking. Pour se rendre sur le premier site de carottage, ils sont accompagnés d'Arna, une des seules habitantes de la vallée. Pendant ces 4 semaines de mission, ils n'auront de cesse de se déplacer de lac en lac, de vallée en vallée, pour collecter un maximum de données et d'indices sur l'activité humaine du passé. Avant de commencer un carottage, Vincent doit mesurer la profondeur d'eau pour savoir exactement où il faudra carotter et pour choisir le type de matériel qu'ils utiliseront. L'appareil nous permet d'avoir 2 choses, d'avoir la profondeur du lac, la profondeur d'eau, et puis d'avoir la position du bateau en permanence avec une mesure GPS. Donc ça nous permet rapidement de construire une carte tout à fait correcte pour pouvoir après implanter notre point de sondage. Pendant que Vincent continue de cartographier les fonds lacustres, les autres membres de l'équipe commencent déjà à monter la barge et le carottier. À chaque fois le même rituel. Boulonner, sangler, gonfler, visser et vérifier que tout soit bien monté avant de partir sur l'eau. C'est un travail qu'ils connaissent par cœur à force d'amener le carottier aux 4 coins de l'Europe, mais c'est la première fois qu'ils l'emportent dans des régions polaires.
Venir faire des carottages au Groenland, venir chercher des sédiments au fond des lacs, c'est un peu une aventure technique quand même, parce que bon, c'est assez loin de tout. Et puis on vient travailler sur des lacs qu'on ne connaît pas. Donc on utilise des systèmes relativement modestes, mais très efficaces pour aller chercher les sédiments au fond des lacs. Une fois la barge correctement positionnée sur le lac, le carottage peut enfin débuter. Techniquement, le principe d'un carottage est assez simple, car il ne s'agit finalement que d'enfoncer un tube de PVC dans les sédiments à l'aide d'un cylindre et d'une pointe en acier. Une fois la pointe du carottier correctement positionnée au fond du lac, le plus long reste à faire pour enfoncer lentement, centimètre par centimètre, le tube à l'intérieur des sédiments grâce à un système de marteau. La frappe, c'est exactement le moment où le carottier pénètre dans le sédiment et c'est le moment précis où on fait ce prélèvement, où on fabrique la carotte. Parce que la carotte, c'est une fabrication, c'est un extrait, c'est un petit bout. On est dans le gris. Quand le carottier est enfoncé à la profondeur voulue, il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble. Pendant les 3 semaines suivantes, les membres de l'équipe n'auront de cesse de chercher de nouveaux lacs, de démonter et de remonter le matériel, de changer de technique de carottage et de ramener un grand nombre de carottes en Europe pour pouvoir effectuer un maximum d'analyses. Elle est belle, hein? Il y a plein de feuilles. Une fois ouvertes, les carottes sont passées sur un banc d'analyse géophysique. On y mesure un certain nombre de paramètres physiques sur la nature des sédiments. Les premières courbes se dessinent, les premiers indices se révèlent, les premières traces vikings ressurgissent du passé. Enfin, les chercheurs commencent à percevoir ce que contiennent ces sédiments récoltés près d'1 an auparavant. Ces premières analyses, qui ne détruisent pas les sédiments, donnent des indications cruciales pour l'étape d'échantillonnage. La deuxième étape, c'est cette fois-ci de rentrer dans un échantillonnage qui est déstructurant pour le sédiment, puisqu'on va prélever dans la carotte. Et à partir de là, ces échantillons vont partir vers différents laboratoires, être analysés de différentes manières pour nous livrer un maximum d'informations. On savait qu'on allait probablement voir un impact très fort et très rapide dès que les agriculteurs vikings se sont installés. Donc ça, évidemment, on l'a vu. Ensuite, on s'attendait à ce que cet impact, comme le disent les textes, il dure jusqu'au XIVe, XVe siècle. Et là, ce qu'on a vu de très original, ce qui n'existe pas dans les autres publications, c'est qu'au milieu de cette période-là, il y a une déprise agricole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est les premiers coups de froid du petit âge glaciaire? Dans tous les cas, pendant quelques temps, on voit un retour du naturel, entre guillemets, et un impact beaucoup moins fort des hommes pendant quelques temps. Tu lâches rien, hein, Boris, hein? Non. Parce que... Retour au Groenland. Les carottes ne sont pas les seuls échantillons prélevés sur le terrain. Christophe effectue des coupes de sol autour des lacs pour diversifier les sources d'informations. L'idée, c'est de voir la globalité de l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc plus on aura des observations, tant archéologiques que ici sur l'analyse d'un sol ou dans un niveau lacustre, plus notre discours pourra être construit et étayé, confronter les signaux en lacustre sur les versants et sur les sites archéologiques. Émilie, quant à elle, s'intéresse particulièrement au pollen. Sur le terrain, elle en récolte de nombreux spécimens pour pouvoir les comparer avec les pollens présents dans les carottes.
Par exemple, elle a déjà remarqué que les Vikings vont importer des animaux et des plantes qui n'existaient pas au Groenland avant leur arrivée. Ils vont implanter du bétail, on retrouve des microfossiles, des petites spores de champignons qui se développent dans les excréments de moutons. Donc on sait qu'ils amènent du bétail. On voit des plantes qui n'existaient pas auparavant au Groenland, qu'ils vont apporter involontairement, comme l'oseille. Et puis on arrive à percevoir une dynamique à l'intérieur de tout ça, c'est-à-dire qu'on voit une première phase d'implantation des Vikings, avec défrichement, présence de bétail, activité pastorale. Une déprise agricole, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit les taux de bouleau qui augmentent, donc il y a une petite reforestation. Et puis à nouveau, une deuxième phase de défrichement, identique à la première. Plus d'1 an après le début de la mission, l'équipe est satisfaite des premiers résultats. Grâce à l'ensemble des données récoltées, les chercheurs ont découvert 2 grandes périodes d'activité humaine. Mais que s'est-il passé entre ces 2 périodes? De quand datent-elles exactement? La prochaine étape sera de voir si les dates qu'ils obtiennent correspondent bien aux dates données par les archéologues. Peut-être alors découvriront-ils de nouvelles surprises sur l'épopée viking au Groenland.